Forum et l'Institut africain de la finance islamique ont décidé de décerner au chef de l'État le prix mondial du leadership en finance islamique. La distinction lui sera remise en marge de la 13e édition des Global Islamic Finance Awards. Ce sera ce jeudi à Dakar. Et justement, pour parler de l'agenda du chef de l'État, Macky Sall, il va assister la semaine prochaine à la 78e Assemblée générale des Nations Unies qui se tiendra à New York. Il y participera du 17 au 23 septembre 2023. Il a annoncé hier lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Pour cette 78e session, il s'agira pour les chefs d'État d'aborder le thème rétablir la confiance et raviver la solidarité, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. L'adoption de la loi portant statut des Daara, c'est ce que réclame le Conseil supérieur des maîtres coraniques du Sénégal, une demande exprimée lors de la dernière assemblée générale de l'organisation, et ces maîtres qui ont prié pour la stabilité dans le pays envisagent le retour du concours du récital du Coran qui verra la participation de toutes les régions du pays. Sur l'international, au Mali, le tribunal du pôle national de lutte contre la cybercriminalité a condamné ce matin Adama Diarra, dit Ben le Cerveau. Cet activiste malien proche du pouvoir écope de 2 ans de prison, dont une année ferme. Les avocats de Ben le Cerveau ont décidé de faire appel. Il avait été inculpé et incarcéré pour atteinte au crédit de l'État. Son inculpation faisait suite à des propos critiques tenus sur une radio malienne. Il avait notamment critiqué la gestion du pays, estimé que la révolution attendue était avancée de seulement 15% et demandé aux autorités de transition de respecter le calendrier prévu, avec notamment une présidentielle programmée en février 2024 qui doit marquer le retour à l'ordre constitutionnel. C'est tout pour cette synthèse. Le Wolof, c'est tout de suite. Radio Sénégal, bépp xibaar saa su ne. jaa ngeen jëf mbokk yi ci teewlu bi tënk xabaar yi nag ñu di ci ànd ak Ibrahima Fall ci xarale gi door tënk xibaar yi nag ak li nga xam ne moo di rek ay jéego yoo xam ne njiitu réew Macky Sall daal na ko amal ci lépp loo xam ne dafay ñoŋal ak nag yëkkati wàllu finance islamique mu doon loo xam ne nag daanaka da ci am lii di raaya firme Cambridge IFA nga xam ne nag ma nga ca Londres ak institut panafricain ak institut africain bu yor wàllu finance islamique ñoo jël dogal ni daañu jébbal njiitu réew Macky Sall ab raaya mu doon prix mondial leadership finance islamique mu doon nag distinction boo xam ne daanaka nag ci li nga xam ne moo di fukk ak ñetteelu édition global islamic finance award lañ ko koy daal di joxe mu di am nit ki tey fii ci Ndakaaru. ba tey ñu desandi ak li nga xam ne nag moo di agenda njiitu réew Macky Sall dana nag dem ay bis bi ñu dëgmal ci li nga xam ne moo di juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetteelu ndaje bu Nations Unies nga xam ne nag daañu ko amal ca New York. Dana ca teew fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sàttumbar 2023 loolee mi ngi ko fësal ni ki démb ci ndaje bi nga xam ne nag dañ ko doon amal ñeel conseil des ministres ci li nga xam ne moo di 78e session bi ne ñu nag dafay doon loo xam ne nag dana dimbale njiitu réew Afrique yi ñu waxtaan ci li nga xam ne nag moo di wàllug confiance ak nag solidarité mu doon loo xam ne nag daañu ko ñangal bu baax a baax mu mën a tamit indi ay jéego ci lépp loo xam ne nag dana réaliser programme 2030 ak objectif yi nga xam ne moom la ñu teg ci wàllu développement ñu mën cee jotee waaye it jàmm ak dal doon loo xam ne nag dafay jëmm dañu koy jëmmal ngeen jéggal ma ñu daal di addu ñeel nag adoption loi bi nga xam ne nag dafay rek tënku ci li nga xam ne moo di daara yi loole nag mu doon sàkkute fi conseil supérieur maître coranique yi nekk fii ci Sénégal mu di nag demande boo xam ne ay bis bi ñu génn lañu ko daal di nag yëkkati yi les maîtres coraniques ñoom daal di ñaan ak dal ci réew mi waaye it seenu ko mbëbët moo di ñu delloo si lii di concours récital Coran ci li nga xam ne nag moo di réew mi boole ci bépp diwaan dañuy daal di dem ca Mali fafwe la ñuy daal di sax ndar képp xibaar yi ci tënk tribunal pôle national bi xeex lépp lu ñeel wàllu nag cybercriminalité daal dina teguk daan ni ki tey kii di Adama Diarra ñu gën ko xam ci Ben le Cerveau mu di activiste malien boo xam ne nag nee ñu dafa jege woon pouvoir mu am ñaari at yoo xam ne nag dañu ko tëj benn bi la koy lay tëdd avocat Ben le Cerveau ñoo jël dogal ni dañuy def appel moom mi nga xam ne nag ñu ngi ko inculpé ba noppi nag teg ko daan ci li nga xam ne moo di atteinte crédit de l'État
nee ñu nag daan google mi ngi am ginnaaw nag li nga xam ne moo di ay kàddu yu mu yëkkati woon ci ab rajo malienne mu doon nag ŋàññ li nga xam ne noonu la ñu yore réew ma mu daal di estimer nag li nga xam ne moo di la ñuy xaarandi ci révolution ci téeméer boo jël fukk ak juróom dong lañ ca nemmeeku waaye nag ñi nga xam ne ñoo yor bopp réew ma di transition bi nañu respecté calendrier bi nga xam ne moom lañu taxawal ngir amal lii di élection présidentielle ci weeru février gi ñu dégmal atum 2024 ndax loolee moo mën a delloo si li nga xam ne nag moo di ordre constitutionnel foofee ci réew ma mbokk yi dañu leen di jaajëfal ci seenu kat teewlu di wax ni rek fii ci rajo Sénégal International léegi da ngeen am seen émission valeur ajoutée ci lépp loo xam ne nag conclusion bu mujj la ci mission bu FMI si Khadifal Koulibaly di dalal représentant résident bu Fonds monétaire international di Mestin Koulé Vico jaa ngeen jëf. RSI 92.5, la chaîne de tous les choix. Ouah Maxime, kontaan nga de. Alors Wahli, tu savais pas? C'est bientôt la rentrée des classes et la RTS est au cœur d'une promo exceptionnelle. Oui, on peut bénéficier des remises allant de 20 à 25% sur toutes nos campagnes de communication. Et l'inerne de RTS Rec. Pour plus d'informations, contactez le 77 639 60 83 77 639 60 83 ou le 33 849 13 12 33 849 13 12. La RTS, toujours copiée, mais jamais égalée. À grand trait des classes Birek, Nerna Bonop. À suivre tous les jeudis de 15 à 16 heures, valeur ajoutée. Pour vous aider à mieux comprendre et à décrypter les principaux événements de l'actualité économique, Khadifal Koulibaly vous donne rendez-vous tous les jeudis de 15 à 16 heures dans Valeur ajoutée. Valeur ajoutée reçoit ce jeudi 14 septembre 2023 le représentant résident du Fonds monétaire international, Mestin Koulé Vico, va décortiquer la dernière mission du FMI à Dakar. C'est ce jeudi de 15h à 16h sur RSI 92.5. Concept et rouage de l'économie, analyse et projection, monnaie, investissement, production, distribution, consommation. L'économie a désormais son espace radiophonique Valeur ajoutée. Tous les jeudis de 15 à 16h, KFC sur Radio Sénégal International 92.5, c'est Valeur ajoutée. Et nous y revoilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Valeur ajoutée. Valeur ajoutée qui reçoit le représentant résident du FMI. Il s'agit de M. Mestin Koulé Vico. Monsieur Koulé Vico, bonjour. Bonjour madame. Avant d'entrer dans le vif sujet, on va faire rapidement votre biographie. Vous êtes là depuis le 1er septembre 2020. Vous êtes représentant résident du Fonds monétaire international pour le Sénégal et la Banque des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Monsieur Koulé Vico, vous disposez d'une riche expérience professionnelle diversifiée. Vous avez rejoint le FMI à Washington, D.C. en 2009. Vous avez d'abord couvert le département Afrique du FMI pendant 6 ans, des pays d'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, le Niger et la Sierra Leone. Vous avez aussi passé plus de 4 ans au département de la monnaie et des marchés des capitaux du FMI, où vous avez travaillé sur des questions relatives à la stabilité financière dans des pays développés et émergents comme le Portugal, la Belgique, Suriname, l'île Maurice et l'Ukraine. Je suis loin d'être exhaustive. Tout à fait. Voilà. Maintenant, tout de suite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le FMI, vous êtes là depuis le 1er septembre, mais vous n'en êtes pas à vos premiers pas dans le FMI. Faites-nous une présentation du FMI d'abord et ses missions. Merci beaucoup, madame. C'est Merci de m'avoir invité. Donc, le Fonds monétaire international FMI a été créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale à Bretton Woods. Il compte à ce jour 190 pays membres. Il a 3 missions essentielles. La première, c'est de promouvoir la coopération monétaire internationale.
La seconde, c'est de favoriser l'expansion du commerce et de la croissance économique. Et la troisième mission, c'est de décourager les politiques économiques susceptibles de nuire à la prospérité. Comment le FMI arrive à accomplir ces missions? C'est de trois manières. La première, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon une mission de surveillance, qui consiste à suivre les politiques économiques et financières des pays membres et à leur prodiguer des conseils. La seconde façon, c'est l'assistance financière. C'est la fonction où le FMI est le plus connu. Donc, il s'agit d'apporter de l'aide financière à des pays qui sont touchés par des crises, de leur donner une espèce de ballon d'oxygène financier dont ils ont besoin pour mettre en œuvre des politiques économiques destinées à rétablir la stabilité macroéconomique et la croissance. Donc le FMI prête aux États, contrairement aux banques de développement qui prêtent qui financent des projets. Le FMI prête aux États. Et la troisième et la dernière mission du FMI, c'est l'assistance financière ou le développement des capacités. C'est une fonction centrale. Donc le FMI prodigue des conseils par exemple pour améliorer le recouvrement des impôts, étouffer les finances publiques ou moderniser les politiques monétaires et aussi améliorer la gouvernance. Par exemple, au Sénégal, à ce jour, on a 2 experts de long terme qui sont au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines et aussi au niveau de la Direction générale du budget, pour aider l'État du Sénégal à recouvrer davantage d'impôts et à améliorer aussi les procédures budgétaires. Au-delà de ces experts de long terme, on prodigue, il y a souvent des missions d'assistance technique de court terme, par exemple sur la question de la gestion des recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz. Nous avons énormément contribué à l'élaboration de la loi sur la répartition des ressources issues de l'exploitation des hydrocarbures. Est-ce que tout cela, l'adage dit qui trop embrasse mal étreint. Est-ce qu'avec toutes ces missions-là, vous arrivez à vous en sortir? Oui, on s'en sort. Par exemple, la dernière mission d'assistance technique, on y consacre à peu près le tiers de nos ressources à cette mission. L'assistance financière aux États, on a beaucoup de pays dans le monde, que ce soit en Afrique ou ailleurs, qui ont des programmes avec le FMI. Et aussi la question de mission de surveillance aussi, on a les ressources nécessaires pour accomplir toutes ces missions. Le FMI compte près de 3000 employés et aussi souvent on a recours à de l'expertise externe sur des questions particulières. Maintenant, on va parler spécifiquement de vos relations avec le Sénégal. Vous l'avez brossé, vous avez contribué à recouvrer davantage d'impôts. Vous avez aussi contribué à l'élaboration de la répartition des recettes qui devraient sortir de l'exploitation du pétrole et du gaz. Outre cela, quelles sont les autres relations? Donc, je vous le disais tout à l'heure, on fait de l'assistance technique. On a des experts de long terme dans les régies financières. On a en ce moment 3 programmes avec le Sénégal, donc la mission d'assistance financière. Il y a un programme au titre du mécanisme élargi de crédit, un autre de la facilité élargie de crédit. Bon, c'est 2 facilités en réalité qui soutiennent le même programme. C'est les facilités classiques du FMI. Et au-delà, en plus de cela, on a maintenant une nouvelle facilité qu'on appelle la facilité de résilience et de durabilité qui est consacrée aux questions de changement climatique. Donc au Sénégal, on a le conseil d'administration du FMI en juin dernier a approuvé un programme de 1,5 milliard de dollars au titre des 2 premières facilités, dont à peu près 900 milliards de francs CFA.
Et au titre de la dernière facilité, un programme de l'ordre de 350 millions de dollars, donc ce qui fait en total plus de 1100 milliards de francs CFA, un programme de 3 ans qui vise à soutenir les efforts des autorités dans les réformes qu'elles entendent mettre en place pour faire de l'économie sénégalaise une économie résiliente. Nous allons nous appesantir d'ailleurs sur l'économie sénégalaise. Comment la jugez-vous? Résiliente par rapport à quoi? Parce que quand on parle de résilience, c'est qu'il y a eu quelque part choc. Tout à fait. Tout à fait. Quand on parle de résilience, c'est une résilience par rapport au choc. Donc, c'est la capacité de l'économie à faire face à ce choc et à retrouver sa trajectoire de croissance. Vous savez très bien que ces dernières années, le monde entier, y compris le Sénégal, a dû faire face à beaucoup de chocs. Il y a d'abord eu la pandémie de Covid avec les différentes variantes. Il y a eu ensuite l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie. Et en plus de cela, les chocs climatiques classiques, que ce soit des sécheresses ou d'autres catastrophes naturelles. Donc, le gouvernement a mis en place un programme, le PSE, avec ses différentes déclinaisons. Et c'est dans ce cadre que le FMI accorde son concours pour soutenir le programme des réformes du gouvernement. Et pour parler précisément du programme qui a été approuvé par le conseil d'administration du FMI en juin dernier, ce programme a 4 piliers. Et le premier pilier, c'est de renforcer un peu la résilience des finances publiques, parce qu'une économie résiliente suppose des finances publiques fortes. Et donc, sur ce volet, l'idée, c'est de réduire un peu la vulnérabilité du Sénégal à la dette. Le deuxième pilier, c'est sur l'aspect gouvernance. Beaucoup de lois ont été adoptées. L'Office national de lutte contre la corruption et la fraude a été créé en 2012. Donc, 10 ans après, il fallait faire le point et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment renforcer cet office. Donc, il y a des engagements précis que le gouvernement a pris dans ce sens pour renforcer les pouvoirs de l'OFNAC, pour enquêter sur les allégations de corruption et de fraude, et aussi, quelque part, rendre obligatoire le fait que le procureur de la République puisse se rendre compte de façon périodique des rapports qui sont transmis par l'OFNAC. Il y a aussi besoin de réviser le dispositif de déclaration du patrimoine afin de garantir son efficacité par des sanctions dissuasives en cas d'absence de déclaration ou de fausse déclaration. Donc, il y a le parquet financier, et vous savez, le gouvernement a adopté récemment un projet de loi établissant ce parquet financier qui va compter des magistrats spécialistes chargés d'enquêter sur les infractions financières et économiques. Donc, ce projet de loi est maintenant sur la table de l'Assemblée. Il y a aussi un projet en cours pour renforcer un peu les règles d'éthique et de déontologie des fonctionnaires. Et enfin, le gouvernement cherche aussi à sortir de la liste grise du GAFI. Donc voilà, il y a aussi cet aspect gouvernance. Le troisième volet, c'est comment soutenir, faire en sorte que la croissance soit davantage tirée par le secteur privé. Donc il y a pas mal de réformes qui visent à améliorer l'environnement des affaires et à améliorer le financement de l'économie. Et enfin, le dernier pilier, c'est sur les questions de changement climatique. Comment non seulement réduire, même si le Sénégal contribue très peu à l'émission des gaz à effet de serre, mais aussi comment réduire cela et aussi mettre en place des infrastructures qui puissent s'adapter à ce changement climatique. Donc, il y a le volet adaptation. Donc, voilà un peu tout ce programme que le FMI va soutenir à travers les sommes que je vous ai indiquées. Plus de 1100 milliards de francs CFA. Oui, sur 3 ans.
S'agissant des changements climatiques, des infrastructures commencent à voir le jour. Il y a le train express régional, il y a le bus rapide de transit. Mais est-ce qu'il y a d'autres infrastructures à mettre en place pour juguler le phénomène des changements climatiques? Bon, ces infrastructures au Sénégal ont la particularité de ne pas faire recours aux énergies fossiles. Donc, elles sont électriques. Donc, ça permet justement de réduire, même si je le disais, la contribution du Sénégal est faible, de réduire les émissions, de participer à l'effort mondial pour contenir les émissions à effet de serre. Mais il y a aussi le volet adaptation. Comment construire des infrastructures qui résistent à ces changements climatiques. Et là, le Sénégal, il y a plusieurs projets dans le tuyau. Il y a aussi le fait que maintenant, dans l'appréciation des investissements, on va beaucoup plus tenir compte aussi des questions de résilience au changement climatique. Les considérations liées au changement climatique vont être davantage prises en compte dans le processus budgétaire, de programmation budgétaire, de programmation des investissements, etc. Ça, c'est quand même, et même dans le code de l'urbanisme qui est en voie de finalisation. Donc, c'est des innovations majeures que nous soutenons à travers cette facilité pour la résilience et la durabilité. Dans le rapport de juin dernier, vous avez alerté sur le niveau de la dette, qui est de 76 et quelques % du PIB. Revenez sur tout cela. Oui, comme vous le savez, je vous ai parlé des chocs que le monde entier, y compris le Sénégal, ont dû affronter ces dernières années. Vous vous souvenez, par exemple, en 2020, avant le Covid, le gouvernement prévoyait un budget avec un déficit de 3%, environ 3%. Du fait de Covid, on est passé à 6%. Donc, il fallait répondre, il fallait sauver des vies et aussi soutenir l'activité économique. Tout cela s'est traduit, il y a eu le séchoc, il y a eu la guerre en Ukraine. Tout cela s'est traduit par une augmentation forte de l'endettement du Sénégal de plus de 10 points de base. L'endettement du Sénégal avant Covid, c'était autour de 58 de l'administration centrale. Après Covid, les derniers chiffres, on est à 68% du PIB. Donc, il y a eu une forte hausse de la dette. Et donc, maintenant, en plus de ça, les entreprises aussi publiques sont beaucoup endettées. Je voudrais parler, par exemple, de Petrosen dans le cadre du projet pétrolier et d'autres entreprises, que ce soit l'AIBD, etc. Tout cela, ça pèse. Donc, d'où on arrive à ce chiffre de 76% du PIB. Donc, l'idée maintenant, c'est de réduire cet endettement. Et une façon de réduire cet endettement, c'est justement de réduire le déficit budgétaire. Parce que le déficit budgétaire, on le finance par l'endettement, par la dette. Donc, si vous réduisez le déficit budgétaire et vous impulsez en même temps la croissance, vous contribuez à réduire ce ratio. C'est un peu le premier volet du programme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez beaucoup parlé de Covid. On va parler des fonds qui lui ont été alloués, les fonds Force Covid-19, avec un rapport vraiment qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui, vous voulez parler du rapport de la Cour des comptes? C'est ça. Oui. Oui. Qu'est-ce que le FMI, dans votre rapport, vous en avez parlé, le rapport de juin dernier? Non, tout à fait, on en a parlé. D'abord, je voulais saluer cet exercice de transparence. Donc, ça témoigne aussi de l'indépendance de la Cour des comptes du Sénégal. C'est quelque chose qu'il faut saluer. En même temps aussi, la réaction de la société civile, de la population montre que cette société civile, cette population sont très intéressées à la gestion des fonds publics. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à saluer. Maintenant, comme vous le savez,
la Cour des comptes a formulé un certain nombre de recommandations, 82 au total. Il y a une feuille de route qui a été préparée sous l'égide du ministère des Finances pour mettre en œuvre ou pour corriger les manquements aussi bien dans les procédures que autres révélés par ce rapport de la Cour des comptes. En plus de cela, vous savez aussi que la Cour a transmis quelques dossiers, a demandé au procureur de la République d'ouvrir une information judiciaire sur des allégations de détournement de fonds. Donc tout cela fait l'objet d'un suivi régulier, aussi bien des autorités que des partenaires au développement du Sénégal, qui ont énormément contribué aussi à ce fonds Force Covid. Vous, en tant que FMI, quelle conclusion tirez-vous du rapport? Le rapport a révélé un certain nombre de manquements, aussi bien dans les procédures, et aussi le fait que on ait mis de côté les procédures de passation des marchés publics parce qu'on voulait aller vite pendant cette période. Ils ont eu recours à l'entente directe. À des procédures non concurrentielles. Donc, l'un des enseignements clés à tirer, c'est que même en cas de choc ou d'urgence, dans le Code des marchés publics, il existe des procédures dérogatoires et qui permettent à la fois d'aller vite, mais aussi de préserver, de faire en sorte qu'il y ait toujours une compétition. Donc ça, c'est le premier enseignement qu'on a tiré, et je pense que tout le monde a tiré cet enseignement, et qu'à l'avenir, vous savez aussi que le Code des marchés publics a fait l'objet d'une révision l'année dernière. Et dans ça aussi, on a redéfini aussi un certain nombre de dispositions. Donc, c'est vraiment le principal enseignement qu'on tire de cet épisode. Au-delà des procédures d'exécution, de contrôle, etc. Et comme je vous le disais, il y a une feuille de route qui fait l'objet d'un suivi, aussi bien du gouvernement que des partenaires au développement. Je rappelle que vous suivez Valeurs Ajoutées, qui reçoit le représentant résident du FMI, M. Mesmin Koulé-Vico. M. Vico, une mission du Fonds monétaire international a séjourné à Dakar du 31 août au 7 septembre. Alors, après ce séjour-là, quelles sont les conclusions? Oui, une mission technique, comme on le dit dans notre jargon, a séjourné pour une semaine pour faire le point des développements économiques récents, mettre à jour les prévisions de croissance et du budget 2023, et aussi discuter du projet de budget 2024. À l'issue de cette mission, le premier constat qui a été fait, c'est que la croissance sera beaucoup plus faible que prévu. On a révisé à la baisse nos prévisions de croissance de 5,3 à 4,1. C'est lié un peu à la situation, aux tensions sociopolitiques que le Sénégal a connues au cours du premier semestre. Ces tensions qui ont pesé un peu sur les activités au niveau du commerce et des services. C'est véritablement la principale raison de cette révision à la baisse de la croissance. En plus de l'inflation aussi qui a pesé qui certes est en cours de baisse, mais qui reste tout de même élevée. Donc qui a pesé sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc on a revu à la baisse la croissance, on a relevé les prévisions d'inflation de 5,1 à 6 du fait des développements récents, notamment les pressions inflationnistes sur le riz, l'oignon et le sucre, et aussi sur la base des développements au cours du premier semestre. Donc l'inflation un peu plus élevée,
Au niveau de l'exécution budgétaire est globalement en ligne avec les objectifs au cours du premier semestre, aussi bien au niveau des recettes fiscales que du déficit et de l'exécution des dépenses. On a aussi relevé que l'atteinte des objectifs de fin d'année nécessiterait des efforts accrus en matière de mobilisation de recettes. Et le gouvernement a pris un certain nombre de mesures ou est en train de prendre un certain nombre de mesures pour respecter ces objectifs. Pour 2024, on prévoit une forte reprise, une accélération de la croissance économique à 8,8, en partie liée au démarrage de la production des hydrocarbures qu'on estime à partir du second semestre 2024. On va s'arrêter là parce qu'on avait déjà projeté que l'exploitation du pétrole et du gaz allait commencer cette année-ci. Ça n'a pas commencé. S'il y a aussi d'autres chocs, ça pourrait ne pas aussi commencer et cela aura un impact sur la croissance, sur le taux de croissance. Tout à fait. Comment faire aujourd'hui pour que le Sénégal puisse s'en sortir hors recettes pétrolières et gazières? Bon, le Sénégal s'en sort bien hors recettes pétrolières et gazières en ce moment. Pour comment élargir l'assiette fiscale? Parce que là où le bas blesse aujourd'hui, c'est que le Sénégal a du mal à recouvrir les recettes fiscales. À recouvrir du moins les recettes fiscales. Non, au fait, parlons des hydrocarbures. Au fait, l'impact sur les recettes des hydrocarbures, du moins sur le moyen terme, dans les 5 prochaines années, l'impact est autour de 1,5 à 2% du PIB. Donc, c'est environ autour de 200 milliards par an, en moyenne. 200 et quelques milliards par an, en moyenne. Donc, ce n'est pas, comme on dit en anglais, game changer. Ça va aider, mais ce n'est pas ça qui va changer. Ça ne va pas trop impacter. Ça ne va pas transformer le Sénégal en Arabie Saoudite. Deuxièmement, parlons des recettes. Le Sénégal a adopté une stratégie des recettes à moyen terme qu'il est en train de mettre en œuvre. Et on a vu que les recettes, le ratio des recettes sur le PIB a augmenté ces dernières années. Il y a un objectif de 20% pour l'année prochaine. On espère que le Sénégal pourra atteindre cet objectif. Il y a quand même un effort qui a été fait. On aurait souhaité que ça soit plus rapide, mais il y a une évolution positive du taux de recouvrement. Et donc, ça permet au Sénégal de financer ses ambitions, de financer les projets de développement. Le pétrole va aider. Le pétrole, comme vous le savez, le développement, il y a toujours des aléas dans un projet. Et ce sont ces aléas qui expliquent ce décalage de la fin de l'année, en début d'année prochaine, voire dans la seconde moitié de l'année prochaine. Mais cela étant, le budget est bâti sur du solide, sur du concret, sur ce que le Sénégal a fait depuis, toujours fait, savoir recouvrer les recettes hors hydrocarbures. Et on a discuté avec le gouvernement sur les projections de recettes et aussi sur les dépenses, sur le déficit. Le gouvernement s'est engagé à ramener le déficit à 3,9% du PIB l'année prochaine, par rapport à 4,9% cette année. Donc, sur les grandes lignes ou les grands paramètres du projet de budget 2024, on est en ligne avec le gouvernement. S'agissant de l'inflation, on a constaté une hausse des prix à la consommation de certains produits alimentaires de base, c'est-à-dire le riz, l'oignon et le sucre. Alors, comment faire pour stabiliser les prix? Est-ce à dire que les prix vont encore augmenter sur ces denrées de première nécessité? Prenons le cas du riz. Vous savez, la hausse
récente des prix, c'est lié essentiellement aux mesures de restriction d'exportation prises par l'Inde, qui est le premier fournisseur du Sénégal en riz. Et cette restriction, c'est lié au phénomène El Niño, etc., etc. Donc, c'est un choc exogène. La réponse. Nous, au FMI, on se focalise à la fois sur les réponses politiques économiques dans cet environnement. Comment faire? Eh bien, notre recommandation a toujours été de faire du ciblage. Parce que protéger les couches les plus vulnérables de la population ou atténuer l'impact sur les couches les plus vulnérables de la population. C'est ça notre recommandation. Parce qu'il ne faudrait pas chercher à régler un problème et en créer d'autres. Parce que si on cherche à protéger tout le monde, on parlait tout à l'heure du déficit, de la dette, ben on crée d'autres problèmes. Où on fait en sorte que le Sénégal soit dépendant des importations. Parce que n'oubliez pas, subventionner les prix, c'est favoriser, surtout sur les biens importés, c'est favoriser aussi l'importation. On va revenir sur les subventions un peu plus loin, mais les mesures préconisées, les mesures que le FMI préconise pour stabiliser les prix, c'est quoi ces mesures-là? Bon, nous, c'est ce que je vous expliquais. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas forcément de chercher à stabiliser les prix, mais c'est d'atténuer l'impact de la hausse sur les couches les plus vulnérables de la population par des transferts monétaires, etc. C'est un choc exogène. Le Sénégal a une production de riz qui n'est pas suffisante pour les besoins de sa consommation. Le riz est importé, il y a eu ce choc. Stabiliser les prix, ce n'est pas forcément notre recommandation. C'est plutôt, on voit le problème sous l'angle de comment protéger les couches les plus vulnérables de cette hausse. Évidemment, ça c'est des solutions à court terme, mais il y a des solutions plus structurelles à moyen et long terme qui voudrait dire qu'il faudrait faire en sorte à augmenter la production locale. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Il faut une politique agricole, des mesures d'accompagnement pour réduire la dépendance du Sénégal vis-à-vis, surtout par rapport à cette denrée alimentaire de base, vis-à-vis de l'extérieur. Mais ça, ce n'est qu'à moyen et long terme. Pour le consommer local, on va parler l'exemple de l'oignon. Le Sénégal aurait pu vivre de son oignon toute l'année, mais faute de moyens d'infrastructures de stockage et de conservation, 30% de la production pourrit ou pourrissent. Alors, est-ce que vous êtes prêt à accompagner le Sénégal à mettre en place ces infrastructures-là? Bon, la politique, justement, il y a une prise de conscience des autorités pour construire ces infrastructures de stockage dont vous parlez. Nous, on les accompagne dans le cadre de notre appui budgétaire. Donc, qui leur donne de l'espace budgétaire pour pouvoir faire cette politique. Nous, on ne fait pas, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, dans notre mission, on ne peut pas financer des projets particuliers. On fournit de l'aide budgétaire et c'est dans le cadre du budget. Au gouvernement de faire la répartition. De faire la répartition, tout à fait. Le FMI a toujours recommandé aux autorités de réduire les subventions, surtout énergétiques, et d'élargir l'assiette fiscale. Est-ce que ces recommandations sont judicieuses pour un pays comme le Sénégal, où la majorité de la population est pauvre? Bon, je voudrais d'abord dire que le FMI n'est pas contre les subventions. Mais en tous les cas, dans chaque rapport, vous dites réduisez les subventions. La véritable question, c'est de savoir à qui profitent ces subventions. Mais à la population, bien sûr. Oui, à qui profitent ces subventions dans un contexte de ressources limitées de l'État, des ressources publiques limitées, où il y a beaucoup de priorités. Il faut construire des hôpitaux, il faut construire des écoles, il faut investir dans l'assainissement des villes, etc. Donc, il y a beaucoup d'autres priorités. L'État a des ressources limitées. Dans ce contexte, qui doit-on protéger?
nous, notre recommandation, c'est Les de protéger populations. les plus vulnérables. Mais comment sait-on quelle est la population qui est vulnérable et celle qui ne l'est pas? Je vous donne un exemple. Prenons le cas de l'électricité. L'électricité, par les consommations, on sait qui est vulnérable et qui ne l'est pas. Quand vous avez de la climatisation, vous avez une grande maison, vous consommez beaucoup plus que quelqu'un qui consomme moins de 150 kWh. Donc, on peut savoir qui est vulnérable, qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, en janvier dernier, lors de la dernière augmentation, de dernier relèvement des tarifs, on n'a pas touché, le gouvernement n'a pas touché au tarif de la couche la plus vulnérable, ceux qui consomment moins de 150 kWh. Donc, c'est une façon aussi, donc, ce segment de consommateurs continue à être protégé puisque leur consommation d'électricité est subventionnée. Donc, c'est du ciblage. Prenons le cas des produits pétroliers, du gasoil. Moi, je suis représentant du FMI, je roule au gasoil. Chaque fois que je vais dans une station-service pour remplir le réservoir, l'État me subventionne par litre à hauteur, les derniers chiffres, à hauteur de 100 francs. Bon, vous savez, peut-être j'en ai pas besoin, ou ceux qui ont la couche de la population qui a des 4x4, qui va tous les week-ends, aux campagnes, etc., qui a une forte mobilité. Peut-être c'est pas une utilisation judicieuse des ressources publiques limitées. C'est pour cela que notre recommandation a toujours été faire du ciblage, en ce sens que laisser le mécanisme des prix jouer, mais protéger les couches vulnérables, soit quand on l'identifie dans le cas de l'électricité, il y a différents segments de prix, soit pour les produits pétroliers par des transferts monétaires directs. Et vous avez certainement entendu parler des programmes de bourse de sécurité familiale et du RNU qui est en train d'être développé, élargi. Tout cela, c'est des uniques. Tout cela, c'est des outils qui vont permettre au gouvernement de faire du ciblage, de laisser les prix jouer, mais d'atténuer l'impact sur les couches les plus vulnérables ou les moins fortunées de la population. S'agissant de l'électricité, je ne suis pas d'accord avec vous, je m'explique. Il peut y avoir une famille très vulnérable où il y a pléthore de personnes. Là, la consommation de l'électricité va augmenter. Alors que par ailleurs, cette famille-là n'a pas les moyens de payer la deuxième ou la troisième tranche. Donc, comparaison n'est pas raison dans cette histoire d'électricité. Il peut y avoir une petite famille où il y a climatisation, congélateur et autres. Mais une grande famille où il n'y a que des lampes, mais qui consomment beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans cette famille-là. Madame, tout cela, ça a été regardé dans les détails. Sans me tromper sur les chiffres, sur 1 200 000 abonnés de la Sénélec, ceux qui sont au tarif social, là, représentent presque 80%. Donc, ceux-là n'ont pas été touchés. En tout Donc, cas, 80% des abonnés de la Sénélec... Depuis que le FMI a dit d'arrêter les subventions, la population souffre. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu quelqu'un publier sur Facebook sa note d'électricité, très salée. Il est passé du simple au double, ou plus. Du double et plus. Et ça, c'est le FMI. Hein? On en parle dans les chaumières. Non, il faudrait que la FMI revoie sa copie. Non, ce n'est pas le FMI, comme je vous le disais. Le FMI du moins. Le dernier relèvement de tarifs a eu lieu en janvier. Et je vous le dis, chiffre à l'appui, que ceux qui sont au tarif première tranche, qui représentent, je cite de mémoire, 80% des abonnés n'ont pas été touchés. Ceux qui ont été impactés, c'est ceux qui sont en tranche 3 et ceux qui ont les industriels et les gros consommateurs qui ont des grandes villas avec des climatisations dans toutes les chambres, etc. etc. C'est ceux-là qui ont été touchés. Donc,
ça n'a pas été une politique indiscriminée, ça a été ciblé. Évidemment, l'électricité, comme les produits pétroliers, il faut savoir aussi qu'il y a des mesures d'économie d'énergie à faire. Oui. Donc, il y a aussi des comportements à changer. Et le changement des comportements vient avec aussi les prix. Le prix, c'est un signal qui permet aux consommateurs de s'ajuster. Si cela vous coûte cher d'aller tous les week-ends, vous irez une fois sur deux. Vous allez vous ajuster. Donc, c'est important aussi que les gens s'adaptent à l'environnement. Et l'État du Sénégal a des ressources limitées. Pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, les subventions à l'énergie, donc en 2022, ont coûté près de 700 milliards de francs CFA. Oui. Vous savez C'était dans un rapport d'ailleurs. Combien d'hôpitaux on peut construire avec 700 milliards? Ça, c'est vrai. Une centaine. Donc, il y a toujours des arbitrages à faire. Cette année, dans le budget, ça va coûter 556 milliards de francs CFA. Les subventions à l'énergie. Seulement. Alors qu'on a augmenté le prix de l'électricité et le prix du carburant. Tout à fait. Où se situent ces subventions-là? Parce que déjà pour le gasoil, on n'est pas à la vérité des prix. Et puis deuxièmement, au niveau de l'électricité, il y a toujours une partie subventionnée. Une partie de ces 500 et quelques milliards, c'est aussi lié à des consommations de l'année dernière qui n'ont pas été entièrement payées, qui vont être payées cette année. C'est pour cela que dans le cadre des discussions qu'on a avec le gouvernement, ou la feuille de route que le gouvernement a publiée en janvier dernier, il s'est engagé à réduire ces subventions à 1% du PIB en 2024. 1%, c'est à peu près 220 milliards de francs CFA. En 2019, les subventions à l'énergie, c'était un peu moins de 200 milliards, autour de une centaine de milliards. Donc, vous savez, en quelques années, en 2 ans, on est passé d'une petite centaine de milliards à 700 et quelques milliards. Et donc, si on laisse la situation continuer, tout le budget, toutes les recettes vont être utilisées que pour les subventions à l'énergie. Donc, c'est un enjeu. On ne peut pas d'un côté... on suit les débats au Sénégal. Non, le Sénégal est très endetté, etc. Et de l'autre côté, mais quel est le principal driver ou facteur de déficit l'année dernière ou l'année d'avant et cette année? C'est les subventions à l'énergie. Donc, il y a une question de cohérence générale qu'il faut avoir dans les discours et aussi savoir que l'État a d'autres fonctions. Il faut assurer la sécurité, il faut payer les fonctionnaires, il faut construire des écoles, des hôpitaux, moderniser le cadre de vie. Tout cela, ça demande de l'argent et il y a des choix parfois difficiles, des arbitrages, je dirais, à faire. Le Sénégal commence à rédiger une 3e génération du plan Sénégal émergent, c'est le PAP 3. Comment jugez-vous là ce PAP? Pour vous, qu'est-ce qui devrait être les priorités dans ce 3e PAP? Bon, le PAP 3, c'est en cours d'élaboration. On va discuter de cela, la version finalisée, lors de la prochaine revue du FMI qui aura lieu vers mi-octobre. C'est là où on va énormément se pencher sur ce document. Et j'ai aussi entendu dire qu'il y a une table ronde aussi des bailleurs qui est prévue en décembre autour de ce PAP 3. Les priorités, c'est aux autorités de définir ces priorités.
Le FMI, il est là pour soutenir les autorités dans ces priorités. Ce n'est pas à nous de définir les priorités pour le Sénégal. Oui, mais vous savez à peu près quelles sont les priorités. Évidemment, nous, on a une idée. Mais quelle est cette idée-là? On a une idée. Quelle est cette idée-là des priorités pour le FMI? On a une idée, mais ce n'est pas à nous. Non, je sais, vous n'avez pas, vous n'imposez pas. Vous ne définissez pas, vous n'imposez pas. Mais si c'est vous qui deviez élaborer ce peuple-là, pour vous, quelles seraient les priorités? C'est déjà autour de ce que j'évoquais tout à l'heure, la question de résilience. Comment construire une économie résiliente? Résiliente dans tous les sens du terme, que ce soit au changement climatique, résiliente donc il y a un choc climatique, résiliente à différents chocs, parce que ces dernières années, on s'est rendu compte de la multiplicité de ces chocs. Au moindre choc, l'économie s'ébranle. Voilà. Donc, comment construire une économie résiliente? Et nous, au FMI, on pense que des finances publiques fortes, c'est une condition, c'est un facteur de résilience. Une croissance économique diversifiée, où le secteur privé joue un rôle moteur, c'est un facteur de résilience. Des infrastructures qui tiennent compte des enjeux de changement climatique, c'est un facteur de résilience. Donc, c'est un peu ça qu'on voit comme priorité. Mais comme je vous le disais, il ne nous appartient pas de définir les priorités du Sénégal. Ça, je sais. Le FMI a émis des droits de tirage spéciaux il n'y a pas longtemps. Quel est aussi aujourd'hui le recyclage ou leur ciblage? Bon, il y a eu une allocation générale des DTS et qui a profité à tous les pays membres du FMI. Le Sénégal, via la BCEAO, a eu sa quote-part, qu'il a utilisé en partie pour éponger déjà les obligations impayées du secteur de l'énergie. Il a utilisé aussi une partie pour investir dans quelques infrastructures sociales, écoles et autres. Maintenant, le défi, et vous suivez l'actualité publique mondiale, c'est comment recycler la partie des DTS qui est allée aux pays développés vers les pays en voie de développement. Et donc, une partie, il y a eu des engagements qui ont été pris à l'occasion du G20 ou des différents forats. Et une partie a été déjà recyclée via la facilité de résilience et de durabilité dont le Sénégal est parmi les premiers en Afrique avec le Rwanda et autres à bénéficier. Évidemment, les engagements ne sont pas encore à la hauteur des promesses qui ont été faites. Et j'ai aussi compris que le président Macky Sall et d'autres se rappellent dans les différentes occasions les promesses faites. Oui. Donc, par les pays développés. Par les pays développés. Mais en tirant ces droits de tirage-là, vous me permettrez la répétition, pourquoi avoir pensé aux pays développés qui n'en ont pas besoin pour après revenir pour recycler? Pourquoi, dès le début, ne pas allouer ces DTS-là aux pays qui en ont besoin? Non, mais les DTS sont alloués à tous les pays membres du FMI en fonction de leur quote-part dans le capital du FMI. Donc, il y a des règles strictes. Et donc, que vous en ayez besoin ou pas, en tant que membre du FMI, vous y avez droit. Si on décide à 100%, à 150%, etc. La dernière fois, c'était à 100%. Donc, c'est au prorata de la quote-part en tant que membre du FMI. C'est ça les donc, règles. c'est ceci explique cela. Voilà, les règles de répartition. Vous l'avez dit, faciliter à la résilience et à la durabilité. Le Sénégal, d'ailleurs, a un programme sur cela. Oui. Vous voyez là, on est en face de la télé, les changements climatiques
avec les inondations d'une part, les incendies d'autre part, les tremblements de terre. Pour s'arrêter au Sénégal, là on parle d'inondations. À la moindre goutte de pluie, il y a des inondations. Il y a eu un programme de lutte décennal de lutte contre les inondations, mais le problème demeure. Alors, quel est véritablement le souci? Le souci, s'il y a des inondations, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau des constructions, des voiries et autres, qui font que chaque fois qu'il y a, comme vous le dites vous-même, quand il pleut, certains quartiers sont inondés, etc. La solution, c'est d'investir dans les voiries, dans le cadre de vie, et aussi des comportements individuels, ne pas construire dans les zones inondées ou inondables, etc. Et tout cela, comme je vous le disais, c'est de l'argent, ça coûte cher. Et en réduisant les subventions à l'énergie, on aura des marges de manœuvre pour pouvoir régler ces problèmes. Mais disons, pour les changements climatiques, les pays pauvres contribuent pour peu à ces changements-là. Alors pourquoi c'est eux qui devraient payer le plus lourd tribut? Non, mais je conviens avec vous, c'est injuste parce que effectivement, les pays pauvres où on va développement contribuent très peu au gaz à effet de serre, mais ils en subissent le plus les conséquences en termes d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles. Vous avez vu en Libye. En Libye, au Maroc, avec le tremblement de terre, avec en des Libye. milliers de morts. Oui. Donc, effectivement, c'est injuste, mais c'est pour cela que il y a besoin de la solidarité internationale pour justement financer les efforts d'adaptation au changement climatique. Vous avez suivi un peu le sommet de Nairobi, au Kenya, sommet préparatoire au prochain sommet sur le changement climatique. Je crois La 28e COP. Voilà, COP à Dubaï. À Doha. Ouais, tout à fait. Et donc, des engagements il y a eu des politiques, des souhaits qui ont été émis et que l'Afrique va mettre sur la table, justement, pour régler quelque part cette injustice, en appelant les pays développés à contribuer au financement de cet effort d'adaptation. On va vers les réunions annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui sont prévues au mois d'octobre à Marrakech. Alors que le Marrakech a connu un tremblement. Pour ces réunions annuelles-là, c'est quoi le sujet? Il y a plusieurs sujets qui vont être abordés dans la question des quotes-parts. Vous verrez. Effectivement, c'est un challenge supplémentaire, le fait qu'à quelques semaines de l'événement, il y a eu cette catastrophe au Maroc. Mais bon, le FMI témoigne de sa solidarité, de sa compréhension par rapport à cela. Comme le Sénégal, d'ailleurs. Comme le Sénégal, tout à fait. Et donc, on verra bien. En tout cas, monsieur Koulevico, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le représentant résident du Fonds monétaire international. Vous étiez l'invité de Valeurs Ajoutées. Merci d'avoir eu l'amabilité de répondre à notre invitation. Merci surtout à votre directeur de la communication, monsieur Ba. Vous êtes, qui a facilité tout cela. Donc, il fait partie, disons, de la cellule de communication qui a facilité tout cela. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. C'était tout pour Valeurs Ajoutées. Technique Ibrahima Fall. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, madame. Merci de votre invitation.
Informer, éduquer. À suivre tous les jeudis de 15 à 16 heures, valeur ajoutée. Pour vous aider à mieux comprendre et à décrypter les principaux événements de l'actualité économique, Khadifal Koulibaly vous donne rendez-vous tous les jeudis de 15 à 16 heures dans Valeur ajoutée. Concept et rouage de l'économie, analyse et projection, monnaie, investissement.